un homme si puissant qu'il pouvait soulever son cheval entre ses jambes en se tenant aux poutres d'une écurie, un esclave devenu le premier général noir de l'histoire française, et une trahison impériale si profonde qu'elle a failli effacer son nom de la mémoire à jamais. Voici l'histoire de Thomas Alexandre Dumas, le véritable comte de Monte Cristo, un homme qui a prouvé que défier le plus grand tyran d'Europe a un prix sanglant, et vous n'imagineriez jamais comment une simple dispute dans le désert a scellé le destin d'une dynastie. Remettons les choses en contexte. Nous sommes au XVIIIe siècle. Tandis que Versailles brille à la lumière des chandelles et des soieries, à 7000 km de là, dans la perle des Antilles, Saint-Domingue, un drame se joue. Un drame que les livres d'histoire ont tenté d'enterrer sous des siècles de silence. Dans les colonies françaises, le sexe n'était pas une affaire de passion, c'était une arme, un système de pouvoir à un niveau pathologique. L'aristocratie française transforma ces îles en un terrain de chasse sexuelle, où le viol était institutionnalisé. Un empire tellement obsédé par la chair qu'il finit par provoquer sa propre destruction. Au cœur de ce système se trouvait un homme, Alexandre-Antoine David de la Pailleterie, un marquis, un colonel, un homme de la plus haute lignée. Mais derrière les perruques poudrées se cachait un prédateur insatiable. Ruiné par sa débauche parisienne, il s'enfuit vers les colonies pour exercer son droit seigneurial à une échelle industrielle. Les colons français utilisaient le code noir pour transformer chaque plantation en terrain de chasse privé, poursuivant toute femme noire qui attirait leur attention, quel que soit son âge ou sa position sociale. Le système était perturbant de calcul. Les maîtres promettaient souvent l'affranchissement en échange de faveurs sexuelles, utilisant le rêve de liberté comme appât. Mais une fois leur désir satisfait, ces promesses disparaissaient. Les contremaîtres identifiaient les nouvelles arrivantes sur les navires négriers, sélectionnant les plus jeunes pour les présenter aux maîtres avant même la vente aux enchères. C'était une prédation organisée par toute une classe sociale. Le juriste Moreau de Saint-Méry écrivit que « le désir pour les femmes noires devenait une manie qui consumait l'esprit des colons blancs ». Le document qui rendait tout cela possible s'appelait le Code noir. Promulgué en 1885 sous Louis XIV, il déclarait les esclaves comme propriété. Pour un maître, une femme noire avait le même statut légal qu'une chaise. Le viol était techniquement impossible aux yeux de la loi, car le consentement d'un objet n'existait pas. Un maître pouvait entrer dans les logements des esclaves au milieu de la nuit et forcer n'importe quelle femme sans jamais craindre un juge. Pour beaucoup de maîtres, chaque enfant né d'une esclave représentait une nouvelle unité de capital. En abusant systématiquement des femmes noires, les colons augmentaient leur richesse. Chaque grossesse issue d'un viol constituait un gain financier. Imaginez la dépravation d'un homme qui viole une femme pour que le fruit de ce crime devienne une marchandise qu'il pourra vendre ou contraindre à travailler jusqu'à la mort. En 1760, le marquis de la Pailleterie posa ses yeux sur Marie Seussette Dumas. Elle était sa propriété. Elle n'avait pas le droit de le refuser. Elle lui donna 4 enfants, dont le futur général Dumas. Mais le marquis n'était pas un homme amoureux. Lorsqu'il décida de retourner en France pour revendiquer un héritage, il commit son plus grand acte de trahison. Il vendit Marie Seussette. Et plus monstrueux encore, il vendit ses propres enfants comme esclaves pour financer le voyage. Il traita son propre sang comme une marchandise, à la fois sexuelle et laborieuse, pour payer son retour dans la haute société parisienne. Alors, le destin intervint. Le marquis finit par racheter son fils, Thomas Alexandre, pour en faire son héritier, et l'emmena à Paris. À 14 ans, cet adolescent, né enchaîné, arriva dans la ville lumière. Il devint rapidement un objet de fascination dans la haute société. Il possédait une beauté physique presque irréelle, un titan que les chroniqueurs décrirent comme un dieu grec sculpté en bronze. Les femmes de la haute noblesse se disputaient un aperçu de ce géant. Dumas était poursuivi par leurs regards, non comme un homme, mais comme un trophée sexuel. C'était une nouvelle forme de prédation, l'exotisation. Mais Dumas refusa de participer à ce jeu. En 1789, la Révolution française éclata. Dumas s'engagea et gravit rapidement les échelons de la hiérarchie militaire. En moins de 2 ans, il passa de simple soldat à major général, commandant des dizaines de milliers d'hommes blancs. Il devint le Diable Noir, le héros qui seul bloqua un pont face à une attaque de cavalerie austrienne. Mais à Paris, un autre général observait cette ascension avec un profond mépris, Napoléon Bonaparte. Napoléon était un homme petit et insécure, dont la masculinité était mise en doute par les rumeurs d'infidélité de Joséphine. Joséphine, quant à elle, venait du monde des plantations de la Martinique. Napoléon vivait avec la crainte constante que le passé colonial de son épouse ne le ridiculise. L'existence même de Dumas, sa beauté et son succès représentaient une offense personnelle à l'ego de Bonaparte. Pendant la campagne d'Égypte, Dumas confronta Napoléon, lui disant que les intérêts de la France devaient passer avant ceux de tout individu. À cet instant, Napoléon
Napoléon cessa de voir Dumas comme un héros et commença à le considérer comme une menace qu'il fallait éliminer. Lorsque Napoléon prit le pouvoir, ses premières cibles furent les questions raciales et sexuelles. En 1802, il commit l'acte le plus odieux d'abus de pouvoir d'État. Il rétablit l'esclavage et interdit le mariage interracial. Il expulsa Dumas de l'armée et révoqua sa pension, le condamnant à la pauvreté. En 1799, en tentant de rentrer en France, Dumas fut capturé à Naples et emprisonné dans un cachot. Pendant 2 ans, il fut empoisonné à l'arsenic, devenant sourd et aveugle d'un œil. Napoléon, en ayant connaissance, refusa de le libérer, laissant son rival pourrir, afin que le corps qui avait tant captivé Paris soit détruit. Thomas-Alexandre Dumas mourut en 1806, vaincu et oublié. Napoléon prononça alors une condamnation contre sa mémoire, interdisant que son nom soit mentionné. Il laissa la veuve et l'orphelin mourir de faim, tentant de dévorer l'avenir du fils après avoir consumé le corps du père. Mais à l'ombre du cercueil, un jeune enfant de 4 ans observait. Le jeune Alexandre Dumas grandit dans une France qui avait régressé, subissant des insultes sur la couleur de sa peau, écho du fouet des travailleurs ruraux. Mais il possédait l'énergie vitale de son père. La vengeance ne serait pas exécutée par l'épée, mais par la plume. Le comte de Monte Cristo est la biographie émouvante du général Dumas. Le château d'If et la prison de Tarente. Les traîtres sont ceux qui ont abandonné le général. En écrivant ce livre, Alexandre Dumas fils commit l'acte suprême de justice, transformant l'esclave maltraité en un héros éternel que le monde entier admirerait. À chaque page tournée, le lecteur participe à la réhabilitation d'un homme noir que Napoléon voulait effacer de l'histoire. Le karma s'accomplit. Napoléon termina ses jours seul sur un rocher, tandis que le nom Dumas devint la royauté littéraire de la France. La lignée des Dumas, née d'une esclave noire abusée et d'un marquis décadent, devint éternelle, tandis que l'Empire fut réduit à une leçon d'histoire sur l'arrogance et le racisme. Quelle est la leçon finale? Thomas-Alexandre Dumas prouva que quelqu'un peut naître du pire, l'abus sexuel et la haine coloniale, et atteindre le sommet. Mais son histoire prouve aussi qu'un empire peut survivre aux guerres, mais jamais à la corruption morale de ses propres maîtres. La France coloniale construisit sa richesse sur le viol et l'effacement de ses enfants. Mais l'histoire finit toujours par frapper à la porte. Aujourd'hui, le général Dumas repose enfin au Panthéon. Le passé n'est jamais vraiment mort. Il attend simplement que quelqu'un finisse par dire la vérité.